Le prétexte de cette guerre, c'était on va dégager Saddam Hussein. Mais au prix de milliers de personnes. Vous avez des amis, des proches qui mangent des glaces. Et bam, il y a un attentat, vous allez chercher vengeance. Il y a 20 ans. Voici comment, il y a 20 ans, le plus gros mensonge de l'histoire allait tuer des centaines de milliers d'innocents et changer le monde à tout jamais. Ça commence avec cette image historique. C'est le 5 février 2003 et on voit Colin Powell, retenez bien ce nom. Powell, alors secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive, une fiole d'anthrax à la main, pour convaincre la communauté internationale d'attaquer l'Irak. Une comédie et une tragédie à la fois. Une comédie parce que Colin Powell lui-même n'était absolument pas convaincu par cette image-là, mais en même temps une tragédie parce qu'à cause de ce comportement-là, à cause de cet affichage-là, nous avons sacrifié des Américains et des Irakiens. Voilà. Et leur prétexte, parce que le truc, c'est qu'attention, le prétexte de cette guerre, c'était on va dégager Saddam Hussein. Ok, il n'y a pas de problème, Saddam Hussein, c'est un dictateur. Mais au prix de milliers de personnes. Ok, au prix de milliers de personnes, de milliers de soldats, des soldats et d'Irakiens. Juste pour satisfaire les... Je dirais pas les... Ouais, les besoins des Américains. On va continuer la vidéo. Nous avons perdu des milliers et des milliers d'individus. Les 3 raisons pour aller en guerre contre l'Irak invoquées par les États-Unis étaient toutes fausses. Première raison, démanteler les fameuses armes de destruction massive. Dans les années 90, nous avons détruit, la communauté internationale a détruit la totalité des armes de destruction massive. On savait tous très bien, les Américains ont promis que depuis 91-92, le régime de Saddam Hussein ne disposait plus des armes de destruction massive. On l'a appris plus tard que la CIA était très dubitative sur les preuves et les sources de ces liens entre Saddam Hussein et les armements. Donc déjà, ils ont attaqué pas sur des preuves formelles, mais sur des soupçons et des rumeurs. Donc, on a compris très vite, et aujourd'hui c'est totalement certifié, et George W. Bush lui-même l'a admis, qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Deuxième raison, pour établir la démocratie. La deuxième justification, c'était la lutte contre la dictature. Or, les États-Unis d'Amérique avaient en 2003 des liens très forts avec des régimes au Moyen-Orient basés sur la dictature, beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que le régime de Saddam Hussein. Encore une fois. De l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Égypte. Alors que lors de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, ça ne dérangeait pas les Américains de collaborer avec Saddam Hussein. Mais dès l'invasion irakienne du Koweït, en août 1990, qui déclenchait la première guerre du Golfe, la dictature de Saddam Hussein les gênait. Ça faisait aussi partie d'une stratégie. Le Koweït a du pétrole. Le Koweït a énormément de pétrole. Le Koweït, c'est un petit État. Le Koweït a beaucoup de pétrole et ça dérangeait les Américains. Mais il faudrait un jour que je remonte toute l'arborescence de ces conneries. Je suis trop calé sur ces conneries-là. Stratégique. Joël, t'en penses quoi des Noirs qui sucent Obama parce qu'il est noir alors que c'est un bombardeur ancien? Ils sont des cons, frère. Obama, il est noir, ok, c'est cool pour le symbole, mais dans son mandat, il a était déjà étudié il y a de nombreuses années par les néoconservateurs américains, celui de remodeler le Moyen-Orient et de le rendre plus démocratique, et en sous-main surtout d'aller renverser des régimes qui n'étaient pas à leur botte, si je puis dire. Des régimes qui, même s'ils avaient été alliés à un moment donné, mais lorsque Saddam Hussein a changé de politique, a déplacé le curseur et a contredire la politique et les visées américaines, on est allé le déboulonner. C'est une histoire d'alliés qui sont devenus des ennemis. Et enfin, troisième raison de l'invasion américaine en Irak, le régime de Saddam Hussein aurait eu des liens avec Al-Qaïda, accusé d'être derrière les attaques du 11 septembre 2001. On a très vite compris que c'était un mensonge. On savait qu'il n'y avait aucun lien ni entre l'Irak et Al-Qaïda. Mais c'est important, la propagande, ok? Si à ce moment-là, les États-Unis ils sont encore choqués par les 11 septembre, et c'est normal, c'est choquant. Demain, on est là, tranquille, on est à Châtelet, imaginons on est à Châtelet, vous faites votre vie. Vous avez des amis, des proches qui mangent des glaces, qui vont acheter des baskets. Et bam, il y a un attentat. Forcément, si vous allez vouloir, même si vous n'êtes pas forcément proche du truc, vous allez chercher vengeance. Vous allez vouloir, c'est humain, vous allez vouloir la vengeance. Vous retrouver qui sont les salopards qui sont derrière ces trucs-là, c'est normal. Et les États-Unis ont profité de ça pour dire ah mais eux ils sont avec les talibans, eux ils sont avec les mecs du 11 septembre, et ils ont créé. En fait, en gros, ils ont validé leurs attaques par ça.
Voilà. Ni entre Saddam Hussein et les attentats du 11 septembre. Les trois argumentations pour lesquelles les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak n'avaient absolument pas de légitimité. En plus de ces trois fausses raisons, la guerre était surtout illégale selon le droit international. Lorsque les Américains envahissent l'Irak, ils n'avaient absolument pas la validation des Nations Unies. Ils n'avaient pas la légitimité du Conseil de sécurité. Et donc, c'est une invasion unilatérale et unilatéralement Ils n'ont jamais été sanctionnés. Voilà. imposée à la communauté internationale et illégale par définition. Mais, malgré l'illégalité de cette guerre, les 10 millions de manifestants à travers le monde pour s'y opposer, le nom de la France, de l'Allemagne et de la Russie, la nuit du 19 au 20 mars 2003, les États-Unis lancent l'opération Liberté pour l'Irak, accompagnée de l'armée britannique et d'autres contingents étrangers dont la Pologne et l'Australie, et envahissent l'Irak. Cette nuit horrible du 19 au 20 mars 2003, où les premiers bombardements sont passés en direct à la télévision. Avertissement d'un chaos à venir, graduellement, jour après jour, semaine après semaine. Les attentats, les massacres, les kidnappings se sont faits quotidiens. C'est devenu la routine. Résultat de cette guerre injustifiée, un dégât humain considérable. Au moins 300 000 civils irakiens tués et 300 000 civils irakiens tués. 300 000. 300 000. Vous imaginez 300 000. 300 000 blessés, même si le nombre de morts pourrait être bien plus grand. 20 ans après Et 300 000, c'est ce qu'on a pu recenser. l'occupation d'Irak, à ce jour, nous avons 3 400 000 exilés irakiens dans 14 pays. Nous avons 4 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Nous avons 1 700 000 Irakiens qui vivent sous des tentes dans leur propre pays. Nous avons 6 millions orphelins irakiens à cause de cette guerre-là. Nous avons 12 millions de veufs. Nous avons 6 millions d'individus qui ne savent pas lire et écrire. Or, dans les Regardez tous les dégâts. années 70, l'Irak, le système éducatif irakien était un idéal type pour la totalité des sociétés moyen-orientales. Nous avons 25% des Irakiens qui vivent en dessus du seuil de pauvreté. Autre ravage, le sectarisme causé par la guerre. Effectivement, parce que, comment dire, les Américains, quand ils sont partis là-bas, ils se sont dit oui, on va virer Saddam Hussein et puis on va pacifier le pays. Mais le problème, c'est qu'ils ont laissé le pays. Je dis pas que Saddam Hussein c'était bien, absolument pas, c'est un dictateur et tout. Mais ils n'ont même pas assuré une transition correcte de l'après-Saddam. Ils n'ont même pas essayé d'assurer une transition correcte, c'est-à-dire que derrière, le pays a été livré à lui-même. Des milices, ils ont tout retourné, tu vois, ils ont tout foutu la merde et tout. Des milices, donc ça a donné le développement de milices, de rebelles, tous ces trucs-là. Et ils vont tout souvent pas. Lorsque les Britanniques arrivent en Irak en 1921, ils excluent les deux composantes majeures de la société irakienne, les chiites et les kurdes, qui composaient à peu près 71%, 73% de la société irakienne, et confient la clé de cet État à une composante de la société irakienne, à savoir les sunnites, qui dirigent le pays de 1921 jusqu'à 2003. Lorsque les Américains arrivent en Irak, ils vont approfondir ce communautarisme en confiant la clé de cet État irakien aux chiites et aux kurdes, en excluant la communauté sunnite. Les Irakiens se sont mis à voter pour le chef de quartier, pour le chef religieux, pour celui qui les représentait par l'apparence et pas forcément par les idées. Et donc ça a structuré le pays dès le début comme ça, de manière assez sectaire. On a vu les chiites voter pour des chiites, les sunnites voter pour les sunnites, les kurdes pour les kurdes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, 20 ans plus tard. On voit un pays fragmenté, sectarisé, où il est difficile d'émettre une opinion ou de débattre d'une idée sans être fidèle, entre guillemets, à son courant religieux, à sa confession. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. L'arrivée, ironiquement, d'Al-Qaïda en Irak et la création de groupes comme l'organisation État islamique. L'occupation américaine de l'Irak a préparé des conditions objectives qui ont permis la montée en puissance des macro-mouvements radicaux, à l'instar d'Al-Qaïda et Daesh. C'est un moment fondateur pour la naissance du djihadisme, du terrorisme à l'échelle macro.
Sans l'occupation d'Irak, on n'allait jamais assister à la naissance de son monstre mondial et mondialisé qui s'appelait et qui s'appelle toujours l'Organisation d'État islamique, en tant qu'entité étatique, mais aussi en tant que groupe si actif, en tant que macro-groupe à l'échelle nationale irakienne, mais aussi à l'échelle régionale, moyen-orientale, pour ne pas dire à l'échelle internationale. Ces groupes armés ont bombardé des sites sacrés chiites en Irak, ont tué des milliers d'Irakiens dans des Regardez les jouets d'enfants. attentats suicides et des voitures piégées. Parce que même si c'est l'État islamique, qui est-ce qui a, entre guillemets, ouvert la porte à ça? Ce sont les États-Unis. Voilà. 100 cadavres par jour sur les trottoirs en Irak, des personnes qui étaient enlevées puis exécutées. Et en face, on envoyait des voitures piégées dans les marchés. Donc c'était réellement un quotidien fait d'attentats, kidnappings et de meurtres. C'était la terreur au quotidien. On ne peut pas imaginer un Irakien qui n'a pas connu dans sa famille un meurtre, un kidnapping, un attentat. Les attentats en Irak sont nés suite à l'invasion américaine de 2003. Pour rappel, à son apogée en 2014, l'organisation État islamique contrôlait 40% de l'Irak, mais aussi un tiers de la Syrie voisine. Et le groupe a tué des milliers de personnes dans le monde entier. En plus de l'Irak et de la Syrie, l'organisation État islamique a tué dans tous ces pays. Quatrième conséquence de l'invasion américaine, les ravages culturels et artistiques sur un pays qui était autrefois le berceau de la civilisation arabe. Ouais, ils ont détruit des musées national de Bagdad. Ouais, voilà, ils ont pillé des musées, ils ont détruit des statues, des trucs de ouf, tu vois. C'est comme si demain, les États-Unis nous bombardent pour récupérer, je sais pas, du pétrole qu'on aurait potentiellement en France. Et les gars, les milices viennent, elles détruisent l'Arc de Triomphe, le Louvre, ils pillent le Louvre, ils détruisent la Tour Eiffel. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak. Les Américains sont entrés. C'était quelque chose de terrible à voir et ça a été quelque chose de tragique pour les Irakiens. Et surtout que ce musée... Je suis fatigué. En fait, ça a l'air de rien, mais tu tues la culture, tu tues l'histoire. Tu tues l'histoire d'un pays. Les musées, c'est l'histoire, tous ces trucs-là. Tu détruis une partie de l'histoire. Déjà, tu détruis physiquement le pays, parce que tu rases des rues, tu rases des bâtiments. Mais tu détruis... Et en plus de ça, ils sont allés plus loin, ils ont détruit de la civilisation. Tu vois, le pays n'a plus vraiment de racines. On aurait pu être protégé juste par un tank posté devant. Ce qui n'a pas été le cas, et on sait que le ministère du pétrole, lui, a été protégé. Il y a eu énormément de... Voilà. C'est pas du complot, les gars, mais c'est lui qui le dit. Lui. Vous avez bien écouté, je vous remets. Ça n'a pas été le cas, et on sait que le ministère du pétrole, lui, a été protégé. Voilà. Les gars, c'est pas du complot ou je ne sais quoi, mais ils sont venus avec des projets. Il y a eu énormément de pillages culturels tout au long de l'occupation américaine. L'Irak, c'est un pays tellement riche sur le plan archéologique, sur le plan des sites qui n'avaient même pas été explorés. Tours, qui est une des villes les plus vieilles du monde, où on trouve des tablettes cunéiformes, etc. Ce site, qui est un patrimoine mondial, était dans l'enceinte de la base américaine de Nasiriyah, qui est une ville au sud de Bagdad. C'est dire à quel point le patrimoine irakien n'était pas du tout la priorité ni de l'armée américaine, ni du gouvernement en place. Et après leur invasion, les Américains ont orchestré une transition fantoche vers un nouveau régime, en même temps qu'ils jugeaient et exécutaient rapidement Saddam Hussein. On a vu une espèce de coalition de représentants des ethnies et des confessions d'Irak qui n'étaient même pas connus des Irakiens, qui étaient sincèrement vus comme des clowns de la part des Irakiens. Et lorsque Saddam Hussein a été attrapé, les Irakiens de manière générale voulaient un procès équitable. Sauf que les Américains et le gouvernement irakien mis en place a créé un tribunal spécial pour juger Saddam Hussein. La liste des dossiers était longue et il n'a pas fallu longtemps pour l'exécuter et les Américains eux-mêmes l'ont reconnu, Saddam Hussein avait plein de choses à dire. Saddam Hussein, tout mauvais qu'il a été, ils l'ont tué très rapidement, ils savent pourquoi. Il avait énormément de choses à dire. Et ils ont préféré le... Moi, ce mec-là, il devait finir en prison ou je ne sais où, ou même tuer, si vous voulez. Mais certains États dont les États-Unis, je pense qu'ils étaient très très bien, très contents que ce mec-là puisse pas parler.
Et je pense qu'il avait des choses à révéler aussi sur les relations ambiguës entre l'Irak et l'Occident, mais les États-Unis de manière plus particulière. Ça a été quelque chose qui a été vécu de manière très difficile par une grande partie de la population irakienne, qui, je pense, aurait voulu aller au bout du procès, qu'il soit condamné pour tout un tas de dossiers, que ce soit fait dans les règles du droit. Ça a été perçu comme une cabale d'un camp contre un autre. Et quand on assiste à ça, on n'a pas le sentiment d'assister à une justice internationale. Et ça a été condamné par toutes les grandes organisations, que ce soit Amnesty International, Human Rights Watch. Il fallait absolument pas prendre Saddam Hussein, il fallait absolument pas tuer Saddam Hussein, il fallait absolument qu'il reste en tant que témoin. En 2003, ils ont envahi l'Irak en imposant une formule aux Irakiens sur laquelle les Irakiens devaient reconstituer leur société, leur État et leur nation. Cela n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on est dans l'échec total. Le devoir éthique, morale, la responsabilité des Américains, mais aussi de la communauté internationale, c'est accompagner les Irakiens pour qu'eux-mêmes développent une nouvelle formule qui permet la gestion de leur diversité et de leur vivre ensemble. Mais quelle leçon le monde a-t-il tiré de cet échec total? Et pourquoi aucun des dirigeants qui ont ordonné l'envoi de troupes en Irak n'ont été jugés par la justice internationale?